regardez le toit. Voilà les fameux pastillas. C'est une citerne d'eau. Pourquoi il a cette forme? Une des principales portes. S'il n'y avait pas eu l'oukaz du tsar, la fameuse place aux églises. Le développement soviétique, et en témoigne, voilà, cette fameuse faucille et ce marteau. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans la jolie petite ville de Kolomna. Alors aujourd'hui, franchement, on est gâté au niveau du vent. On a vraiment l'impression d'être sur la côte d'Azur, là, on est presque au niveau du Mistral. En ce moment, je suis en train de marcher sur un pont mobile. Alors, parce qu'on est sur la rivière, la Moskva. Donc la rivière de Moscou qui coule jusqu'à Kolomna, puisque la Moskva est un affluent de la Volga, donc elle continue en direction de la Volga. Et la particularité de ce pont, c'est que c'est pas un pont qui se lève, c'est un pont qui va se mettre en parallèle à la berge lorsqu'un bateau passe ici. Donc là, il est fermé parce que visiblement, voilà, à cause du vent peut-être et un petit peu de la météo, il n'y a pas vraiment de possibilité pour les voitures de passer ici, mais on peut voir justement sur Google la particularité de ce pont, de le voir qui se met en parallèle à la berge. Mais c'est pas la chose la plus importante de Kolomna. Kolomna, c'est la petite ville qui est derrière moi, et moi je vous invite tout de suite à aller la découvrir avec moi. Et donc, nous voici ici, au cœur de la petite ville de Kolomna. Alors, Kolomna, on est dans la région de Moscou, dans l'oblast de Moscou. Alors, qu'est-ce qu'on peut raconter sur Kolomna? Kolomna, tout d'abord, c'est une très vieille ville russe, très ancienne, puisqu'elle a été fondée, je crois, dans le début des 1100, quelque chose comme ça en fait. Donc c'est une des plus vieilles villes de Russie et plus vieilles villes de la région de Moscou. Alors, aujourd'hui, c'est une ville moyenne en Russie, mais c'est une grande ville industrielle pour la région de Moscou. On en reparlera un petit peu plus tard. Ici, à Kolomna, on se trouve environ à 110-115 km de Moscou, ça dépend si vous utilisez la voiture ou le chemin de fer. On se situe entre Ryazan et Moscou. Donc il y a 3 rivières qui coulent sur les bords de cette ville. C'est la rivière de l'Oka, la rivière de Moscou, donc la Moskva, et la rivière Kolomenka. Donc la Moskva et l'Oka, ce sont 2 affluents de la Volga.
l'Oka étant le plus gros affluent du côté droit de la Volga. Donc au niveau rivière, on est gâté. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a autant de vent ici. C'est assez surprenant. Donc cette ville, elle aurait été fondée en 1140. Et aujourd'hui, elle compte 130 000 âmes. Enfin, on a entre 130 000 et 135 000 personnes. Alors, on avait déjà fait une petite vidéo sur le parc Kolomenskoye. Et lors de cette vidéo, sur le parc Kolomenskoye, on a dit que c'était possible que le nom de Kolomenskoye viendrait des habitants de Kolomna qui auraient fui les batailles, les guerres qui avaient été livrées par les Tatars mongols pour aller créer leur petit village, reprenant le nom de la ville de Kolomna. Bon, on n'a pas vraiment de certitude là-dessus, mais c'était une des hypothèses. Alors, on a vu que parmi les rivières qui coulent à côté de Kolomna, il y a la rivière Kolomenka. On pourrait dire que voilà, c'est dû à cette rivière que l'on a nommé la ville Kolomna. Mais officiellement, pourquoi Kolomna s'appelle Kolomna? Et bien en fait, on a au total plus de 20 versions différentes. Donc je ne vais pas toutes vous les énoncer. J'ai passé pas mal de temps à les étudier pour voir laquelle est la plus logique, la plus rationnelle. Mais franchement, entre l'histoire que Kolomna viendrait du mot russe kaliso, qui veut dire la roue, ou le finnois pour dire kalma, qui veut dire le cimetière, je sais pas. Franchement, je suis un petit peu perdu. Mais voilà, il y a 20 versions pour expliquer pourquoi Kolomna s'appelle Kolomna. On va voir un petit peu des histoires supplémentaires au sujet de cette ville. Mais là, il me presse de vous dire que se trouve face à nous une des églises les plus typiques de Russie, les plus originales que j'ai jamais vues. On est face à l'église de Saint-Nicolas sur Passade. Et la particularité de cette église, et vous l'aurez remarqué, ça rappelle ce qu'on avait vu également dans la vidéo de Kolomenskoye. Regardez le toit, regardez la particularité. Et il y a ce qu'on appelle les kokochniks. Donc les kokochniks, c'est ces fameux chapeaux que portent les femmes traditionnelles russes. Et là, sur ce toit, il y en aurait eu plus de 105. Voilà, je pense qu'il y en a ça a été un petit peu reconstruit. Il y a eu des ravalages de façade, on va dire, et des reconstructions avec le temps. Mais voilà, dans les livres que j'ai pu consulter, il y a eu 105 kokochniks. Il y a 105 même aujourd'hui à kokochniks. Alors, cette église, c'est donc, comme je vous ai dit, l'église de Saint-Nicolas Naposadier. C'est une église qui a été pour la première fois mentionnée en 1517. Alors au début, c'était dans le petit village de Kolomenskoye Posad, pas très loin d'ici. Et ensuite, elle a été construite ici dans les années 1700. Donc c'était sur les frais des habitants de Kolomna qu'elle a été créée. Et donc elle a été érigée en l'honneur de Saint-Nicolas. Le temps a passé, l'Union soviétique est arrivée. Et en 1930, avec tous les troubles
qu'a connu la Russie avec ce changement de régime politique, eh bien les icônes principaux de cette église ont disparu. Voilà. Mais à la fin de l'Union soviétique, dans les années 90, eh bien, cette église est retournée donc dans le diocèse de Moscou et aujourd'hui fait partie vraiment d'un des principaux patrimoines au niveau de l'église orthodoxe de Russie. Allez, nous on va aller continuer un petit peu notre petite route. On va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans les environs d'intéressant ici. Alors regardez, donc ça c'est juste à côté de l'église qu'on peut voir. Donc on a une très très vieille maison. On voit qu'on a un petit peu quelques petits travaux de réfection. On va très souvent avoir écrit pastilla, parce que la particularité de Kolomna, c'est le pastilla. Le pastilla, c'est ce petit gâteau russe fait à base de pommes et de blanc d'œuf. Et à Kolomna, il y a la fameuse fabrique de pastilla. Mais l'endroit qui est dit le meilleur pour acheter le pastilla, on ne peut pas se tromper. On est face à l'église Saint-Nicolas sur Passade, dans la rue Arbatskaya. On se dirige et là, ici, cette petite maison, ça serait ici où l'on peut acheter les meilleurs pastillas de Kolomna. On peut prendre un petit café, déguster. Alors on va voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont. Donc il faut vraiment se dire que on peut aller dans beaucoup d'endroits et ici dans cet endroit où on peut déguster les pastillas, c'est aussi la maison des samovars. Les samovars, c'est quelque chose de très typique en Russie. C'est ces instruments que l'on utilise pour faire le thé en fait. Et c'est ce qu'on voit très souvent, c'est qu'ici ils vont mettre une botte en fait et appuyer pour faire un peu de pression. Et voilà, et ici on a le robinet pour aller récupérer le thé. Donc il y a des samovars de toute taille. Voilà, donc là on est vraiment sur un très gros samovar. Et donc il y a la maison des samovars. Et ici dans cet endroit là en fait, c'est un endroit super pour aller déguster justement des pastillas et boire un thé avec le samovar. Bon là on est en automne, donc il fait relativement froid, mais avec un petit peu moins de vent, ça serait un endroit idéal pour faire cette dégustation. Et là où se situe donc l'endroit où on a les meilleurs pastillas, c'est ici en fait. Voilà, tout le monde vient ici pour acheter des pastillas. Donc on a l'indication, et on peut le voir partout sur Kolomna, qu'il y a des musées du pastilla. Donc là c'est un musée de l'histoire, du goût du pastilla. Vous voyez, donc c'est vraiment assez typique. Regardez le sol avec ces vieilles pierres ici, ces pavés de briques. Regardez un petit peu à l'ancienne, vraiment la Russie comme on l'aime. Vous voyez un petit peu avec les briques, le petit jardin, etc. Ça c'est formidable. Donc aujourd'hui, voilà, tout est un petit peu, ça a perdu ses feuilles. Vous voyez, mais ici voilà, l'été, tout est vert, tout est très agréable pour faire des promenades. Alors l'été ou même le printemps. Et en fait, voilà, à l'intérieur, ici c'est là où il y a le musée du pastilla. Donc on va essayer d'y rentrer et puis d'en acheter quelques-uns.
Voilà les fameux pastillas qu'on peut avoir sous différentes formes, qui peuvent être des formes un peu rondes, voilà, ou on peut avoir des tranches que l'on peut prendre. Et ça, c'est le véritable. Donc, on peut l'avoir, voilà, aussi. C'est des petits, comme des petits livres. Voilà. Et il y en a sous toutes les tailles, hein, tous les formats. On peut avoir vraiment des formats très 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 grands, voilà, comme beaucoup plus petits en fait. Vous voyez, ici, beaucoup plus petit. Regardez, ça c'est du mini pastilla de tous les goûts. Donc les différentes couleurs, donc on va avoir très souvent du cassis, on va avoir de la pomme, on peut avoir d'autres goûts qui peuvent être utilisés, ou des clous-clois, ou etc. en fait. Vous voyez, on peut avoir ici, ils ont rajouté un peu du miel dans ce pastillat-là. Ouais. Mais là, ici, c'est vraiment le paradis du pastillat. Alors, continuons notre petite promenade à Kolomna, donc sur la rue Arbatskaya. Alors, regardez quel calme, regardez un petit peu comme c'est ancien. Donc, oui, on est en novembre, fin novembre, et effectivement, il y a peut-être un petit peu de moins de monde qu'en plein été, mais l'air est vraiment pur et l'atmosphère est si calme. Alors là, on va arriver sur une rue centrale où il y a un petit peu plus de circulation, mais c'est vrai que je dois dire que par rapport à plein de villes de province, Kolomna, le centre du moins, est super calme. Alors, comme je vous avais raconté sur l'histoire de Kolomna, on a à peu près 20 versions différentes du nom Kolomna. Donc, pour retenir un petit peu ma maigre audience que j'ai sur YouTube, je vais vous économiser de les citer toutes. Mais pour revenir un petit peu à l'histoire de cette ville, Kolomna, c'était un poste frontière de la principauté de Ryazan. Ryazan étant une petite ville, comme je vous ai dit, qui se situe encore un peu plus au sud de Kolomna. Et ce seraient les princes de Ryazan qui auraient fondé Kolomna. Donc avec le temps, Kolomna est devenue à son tour une principauté. Et il y a eu ici un seul prince qui a régné sur Kolomna, et cette principauté qu'il y avait autour de Kolomna, c'était le prince Vsevolod. Vsevolod était le frère du prince de Ryazan. Et donc c'est lui qui a, voilà, dirigé la principauté de Kolomna. Et Kolomna a rencontré en fait dans son histoire de nombreux tumultes, comme on pourrait dire, puisqu'il y a eu ici de nombreuses batailles qui se sont livrées aux alentours de Kolomna, notamment avec les Tatars mongols. Et ce serait très près de Kolomna, lors d'une bataille avec les Mongols, que serait mort le plus jeune fils de Gengis Khan, qui aurait donc fait partie des troupes qui auraient attaqué Kolomna, mais repoussé par les troupes du prince Vsevolod. Donc ça a été vraiment aussi une zone ici, il faut savoir, une zone de bataille intense, où il y a eu des massacres, des gens torturés, des femmes violées, des enfants égorgés ici par justement les Tatars mongols qui ont dominé ensuite la Russie pendant 400 ans. Donc ça a été vraiment une ville qui a souffert
où il y a eu vraiment de nombreux martyrs qui ont été faits ici. Voilà, donc c'est aussi une des choses qu'il faut savoir sur la ville de Kolomna. Alors, juste en face de moi, ici, on va retrouver la fabrique de pastillas de Kolomna. C'est ici où sont fabriqués tous les pastillas. Voyez, donc on arrive sur l'autre extrémité de Arbat. Et ici aussi, également, on va retrouver encore un musée de pastillas. Alors celui-là, je sais qu'il y a peut-être des masterclass qui sont organisées. Voilà, c'est le musée de la fabrique de pastillas. Ouais, donc c'est un petit peu comme un petit, sous forme d'un petit village que c'est organisé. Donc on va pas aller s'y aventurer parce qu'on a beaucoup de choses à découvrir sur Kolomna encore. Voilà, donc si ça vous intéresse de venir visiter, et ben voilà, vous avez le musée de la fabrique sous la forme d'un petit marché avec à l'entrée l'indication, donc la création de cette fabrique de pastillas. Donc on voit fabrique de bonbons pastillas en quelque sorte sur Kolomenskovo, et on voit en dessous indiqué que ça a été créé en 1852, hein. Ça date pas d'hier. Voilà, donc c'est là où il y avait ici la première fabrique de pastillas. Allez, on continue un petit peu notre promenade. On va retourner sur l'avenue centrale de Kolomna pour aller découvrir aussi une autre petite particularité de cette ville gourmande. Alors sur notre chemin, on va retrouver cette place avec le buste de cette dame qui s'appelle Maria Nikolaïevna Chevliagina. Alors laissez-moi vous raconter un petit peu l'histoire de Maria Chevliagina. Regardez, on va retrouver ici une des églises principales de Kolomna, et juste à côté, ce qui est dessiné ici, c'est une citerne d'eau. Alors, Maria était la fille d'une des personnes les plus riches de Russie. Elle est née à Kolomna en 1835. Son père était un homme immensément fortuné pour l'époque. Il disposait d'une fortune d'environ 40 millions de roubles. C'était un marchand de bétail. C'était bétail qu'il avait à Kolomna, il avait aussi plus au sud de la Russie, vers Astrakhan. C'était du bétail qui était élevé, puis ensuite abattu ici à Kolomna, puis ensuite salé et transporté vers les villes de Saint-Pétersbourg et de Moscou. Donc c'était une famille qui avait beaucoup d'argent. À la mort de son père, Maria a reçu en héritage toute la fortune de son père, plus l'entreprise familiale. Et qu'est-ce qu'elle a pu en faire de tout cet argent, de toute cette somme, de tout ce pouvoir dont elle a fait? Elle aurait pu monter des palais, elle aurait pu avoir des manoirs. Eh bien, Maria ne s'est pas mariée. Elle n'a jamais trouvé une personne digne de confiance. Elle a géré sa fortune de manière extrêmement prudente. Et lorsque le chemin de fer est arrivé à Kolomna, ça a un petit peu impacté son business parce qu'elle s'occupait de tout ce qui était un peu le transport. Donc, elle a revendu toute son affaire, elle a récupéré tout l'argent qu'il y avait à récupérer. Elle a regroupé cette somme et elle l'a mise dans la banque publique de Kolomna, et ensuite s'est lancée dans des activités de charité. Et donc toute sa vie, Maria a fait tout son nécessaire pour pouvoir venir en
soutien aux pauvres, aux enfants, aux orphelins. Elle a aidé tout le monde ici à Kolomna pendant de longues années. L'argent qui était mis à la banque était également investi, et cet argent investi qui générait des intérêts était à la disposition des plus démunis. On pouvait aller jusqu'à récupérer jusqu'à 10 000 roubles. C'est une somme incroyable pour l'époque. Aujourd'hui, 10 000 roubles en Russie, c'est une somme conséquente. Mais imaginez-vous, à la fin de 1800, venir récupérer 10 000 roubles s'il y avait vraiment quelqu'un, par exemple, un enfant qui avait un souci de santé, une maison qui était en train de s'effondrer après, ou alors un incendie, c'était possible de venir aider, de venir récupérer une aide auprès de cette femme pour pouvoir justement éviter de sombrer. Eh bien, elle a aidé vraiment de manière incroyable cette ville, et un jour les autorités sont venues la voir pour lui dire voilà, on a un souci au niveau de l'eau dans la ville de Kolomna, on aimerait que vous nous aidiez pour faire cela. Et elle a participé intégralement au projet. Elle a même sélectionné les architectes. Elle a sélectionné les gens sur des critères d'éthique. Elle ne voulait pas que des gens qui travaillent sur ce projet soient des gens qui étaient déjà pénalement connus, qui ont déjà volé, ou qui ne sont pas des personnes avec on va dire, une âme spirituelle. Donc, elle a fait ça tout à ses frais. Elle a amené l'eau à Kolomna, elle a créé tout le système d'irrigation qui a amené l'eau, plus justement des châteaux d'eau, comme on a pu voir sur la sculpture. Et c'est une grande dame pour Kolomna. C'est une personne immensément importante qui a fait beaucoup de choses. Et malheureusement, avec l'arrivée de l'Union soviétique en 1918, tout l'argent qu'elle avait mis à disposition dans la banque publique de Kolomna a été volé par les autorités soviétiques. Elle est décédée en 1921 et a eu à cette époque, malgré le changement de régime politique, une immense reconnaissance de la part de la population. Et aujourd'hui, c'est vraiment une personnalité pour la ville de Kolomna. C'est une personne qui aura tout fait, dédié entièrement sa fortune pour des œuvres de charité et pour assurer la pérennité de cette formidable ville. Donc, on continue notre promenade dans le centre-ville de Kolomna. Alors, regardez un petit peu toutes ces vieilles petites maisons russes en bois d'époque, avec l'entourage des fenêtres entièrement sculptées. Alors, comme je vous ai expliqué, Kolomna, voilà, c'est une ville qui a souffert par l'histoire, hein, comme dans beaucoup de villes russes, mais également villes européennes, notamment à cause voilà, de l'invasion tatar-mongole. Et en 1301, Kolomna a été capturée de force par le prince Danil Alexandrovitch, qui était le prince de Moscou, pour que Kolomna ne soit plus liée à la principauté de Ryazan et devienne voilà, une ville qui dépend de la principauté de Moscou. Et aujourd'hui, Kolomna reste une ville de la principauté de Moscou. Donc s'en sont suivies pas mal de petites évolutions dans cette ville. Il y a eu de nombreuses épidémies de peste à Kolomna qui ont décimé une grosse partie de la population. Il y a aussi, comme dans beaucoup de villes russes à l'époque, qui étaient construites entièrement en bois, ce que vous voyez là-bas, voilà, ça c'est ces constructions typiques que l'on avait à l'époque. Eh bien, il y a eu de nombreux incendies qui ont ravagé et presque détruit entièrement la ville. Et c'est que à partir de 1500 que les premiers bâtiments de pierre ont été construits à Kolomna.
Donc Colomna, c'est en 1781, je crois, qui est devenu un véritable chef-lieu de la région de Moscou, avec le premier chemin de fer qui est arrivé à Kolomna en 1862. Voilà, donc c'est en 1862 qu'il y a eu le premier chemin de fer qui est arrivé ici, dans cette formidable petite ville. Et ce chemin de fer reliait donc et relie toujours Kolomna-Moscou. Donc si vous souhaitez vous rendre à Kolomna depuis Moscou, vous allez utiliser l'un des premiers chemins de fer russes. Donc l'arrivée de ce chemin de fer à Kolomna a participé également à l'industrialisation de cette ville et la création de la première usine ferroviaire de la Russie, puisque c'est à Kolomna qu'ont été construites les premières locomotives russes. Et aujourd'hui encore, à Kolomna, il y a l'usine de production de locomotives russes, des locomotives, si je me souviens bien, c'est des locomotives diesel et des locomotives électriques qui sont en cours, on va dire, cours d'études. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment une des particularités de cette ville. Il faut savoir que Kolomna est entouré par des champs. Il y a énormément de champs, on n'a pas vraiment de forêt autour, c'est vraiment des champs. Et Kolomna, de tout le temps que cette ville a existé, c'était une ville qui était quand même assez agricole et assez riche, parce que grâce à l'agriculture, elle a pu acquérir un certain statut, notamment un statut voilà, pour faire le commerce. Et donc on avait beaucoup autour de Kolomna des champs de malt, donc on appelle le solod en Russie, et le malt est très utilisé en Russie pour faire du pain, notamment du pain noir, et qui permet de faire le kvass. Le kvass, c'est cette fameuse boisson russe faite à partir du pain noir. On fait aussi de la bière à Kolomna, on a fait du vin. Il y avait une énorme production de pain à Kolomna. On produisait beaucoup de pain qui était vendu dans différentes régions de Russie. Et les personnes qui étaient propriétaires à Kolomna des grands champs de malt, que l'on appelle le malt, comme je vous ai dit, qui s'appelle solod en Russie, on appelle les solodniki, qui étaient des personnes assez fortunées pour l'époque. Et bien ils étaient aussi également propriétaires de bateaux qui naviguaient sur la Volga, sur l'Oka, pour ensuite aller sur la Volga ou alors sur la Moskva, et transportaient différentes productions qui étaient faites à Kolomna, notamment du miel, notamment du chanvre, de la cire, du bétail, du poisson, de la laine, de la peau. Donc c'était un grand centre marchand ici. Il y avait beaucoup d'activités, et la population était vraiment, ceux qui étaient solodniki étaient assez fortunés. Un des solodniks les plus fortunés de Kolomna, qui s'appelait Ivashka Nabokov. Ivashka, aujourd'hui on n'a plus du tout ce prénom en Russie. D'ailleurs, quand j'en ai parlé lors de mes recherches sur cette ville, j'ai parlé du nom Ivashka, tout le monde rigolait, disait mais ça n'existe plus ce nom, parce qu'aujourd'hui on connaît tous le prénom Ivan, mais voilà, c'était Ivashka Nabokov. C'était peut-être le premier oligarque de Kolomna, puisque lui, il disposait de plusieurs boutiques, de plusieurs commerces où on pouvait acheter du miel, de la laine, du cuir. C'était voilà, la personnalité de Kolomna. Donc l'avenir nous a pas dit si il a été aussi généreux que la fameuse Maria, qui a dédié sa fortune pour le bien-être des gens à Kolomna. Mais en tout cas, lui, c'était un vrai oligarque, un vrai marchand. Donc voici, ici, on va se retrouver à
l'intersection donc du début de notre vidéo. On voit le pont au loin avec tout là-bas, vous pouvez voir le monastère des hommes. Donc on va traverser un petit peu la rue et regardez, il y a toute une file qui se forme là-bas et c'est pas pour rien, parce que on a parlé que Kolomna était une ville très connue pour son pastilla, mais il y a autre chose à Kolomna. Il y a quelque chose qu'on appelle Kalach. Alors ça n'a rien à voir avec la Kalachnikov. Kalach, c'est un petit pain fabriqué sous cette forme qui ressemble un petit peu, voilà, comme un petit cadenas, en fait, comme entre un cadenas et un petit sac. Alors c'est vraiment un très très vieux pain. Donc on va regarder à quoi il ressemble. On va en déguster un petit morceau. C'est pareil, hein, on suffit de retourner sur le centre-ville. Il y a juste un endroit, voilà, qui s'appelle Kalach, le musée du Kalach, où on peut ici acheter le Kalach de Kolomna. Можно купить Kalach? Да. По карте, пожалуйста. Спасибо вам. До свидания. Et donc ça y est, nous l'avons, notre petit Kalach. Alors, le Kalach, le voici. Donc ce petit pain est typique de Kolomna. Donc on va expliquer un petit peu pourquoi il a cette forme. Donc comme vous voyez, c'est quelque chose qui sert pour être pris à la main. En fait, le Kalach, bon, la forme historique est un petit peu plus importante que celle-là, mais c'était essentiellement pour les personnes qui étaient pas très très fortunées à l'époque et qui travaillaient par exemple dans la construction. Donc ils prenaient ça et puis ils allaient par exemple quelque part s'il y avait une construction à faire et ils posaient justement le Kalach sur un clou ou sur quelque chose, et lorsqu'ils avaient un petit creux, ben, ils mangeaient le Kalach et ensuite ben, ils le reposaient et après ils reprenaient, et donc voilà, ça servait un petit peu comme nourriture pour les artisans, pour les ouvriers. Et voilà, il y avait cette petite poignée qui servait à ça. Donc ils mangeaient essentiellement la partie ici, centrale. La poignée, elle, ne se mangeait jamais parce que ben, elle servait simplement de tenir le Kalach. Et aujourd'hui, la tradition veut que l'on mange uniquement le centre du Kalach et pas la poignée. Parce que si on mange la poignée, c'est que vraiment, financièrement, il y a un problème. Voilà. Donc le Kalach, sachez que c'est quelque chose qui se mange juste le centre et après, vous jetez la poignée. Voilà, si vous voulez pas avoir des problèmes financiers. Donc c'est ça, c'est un petit pain vraiment très traditionnel. Donc il faut le manger quand il est chaud. Hein, il faut le manger tout de suite, vous le prenez, vous le mangez, vous ne le gardez pas. Si vous venez à Kolomna et vous voulez ramener un petit souvenir de la ville, revenez avec un pastilla, revenez avec d'autres bonbons d'hiver que vous pouvez acheter en Russie, mais ne revenez pas en France avec Kalach parce que dans un jour, il va être dur comme de la pierre et la seule chose que vous pouvez faire, c'est peut-être faire des croûtons avec, mais vous ne pourrez pas le croquer en fait, parce que c'est simplement voilà le pain vraiment hyper traditionnel à l'ancienne avec du blé, de l'eau, de la farine, de l'eau, des levures, même je suis même pas sûr qu'il y a des levures dedans, et en fait il devient dur comme de la pierre avec le temps, donc il faut le manger pendant qu'il est frais, pendant qu'il est encore chaud. Alors regardez, donc ici on est face à la porte Pertinsky, donc on peut la trouver très facilement, elle est juste à côté
du musée Kalach, on a acheté notre petit pain. Et ça, c'est une des principales portes d'entrée dans le Kremlin de Kolomna. Alors le Kremlin, comme vous savez, il n'y en a pas un seul en Russie, il y en a dans toutes les villes. Les Kremlins, c'est un petit peu comme une forteresse à l'époque qui servait de protection. Voilà, donc il y avait cette porte d'entrée avec justement ces ouvertures qui servaient à l'époque aux archers de positionner et pouvoir défendre la ville de Kolomna. Donc cette partie de la ville a été créée dans les années 1500 avec la création du Kremlin de pierre à Kolomna. Voilà, puisque à l'époque tous les bâtiments étaient en bois et ici, ben voilà, c'était une des premières fois où on avait un bâtiment en pierre, vous voyez, en voûte complètement en briques. Et donc là, on peut encore voir, là on a des briques, mais on peut voir que c'était couvert par, il y avait un revêtement de couleur blanche et qui avec le temps, ben, c'est un petit peu effrité. Et c'est un des endroits très populaires de Kolomna. Et nous voilà sur la partie historique de Kolomna. Donc là, on rentre dans la partie où il y avait eu, donc là où était le Kremlin, avec derrière nous, voilà, la porte Piatinskaya. Donc il faut dire que cette porte a été rénovée pendant de longues années. Hein. Il y a eu une grande rénovation qui a été faite en 1800, fin des années 1800, ensuite en 1960, ensuite en 1990 et la dernière rénovation qui a été faite était au début des années 2000. Alors ici vous voyez un autre côté de la porte Piatinskaya, donc avec l'accès ici au musée des douceurs. Voilà, donc on a ici plus une partie découverte de petits bonbons et regardez un petit peu, même le chemin du sol est en briques et vous allez voir qu'il y a pas mal de briques partout à Kolomna, mais on va y revenir un petit peu plus tard pour expliquer pourquoi il y a un peu des briques de partout à Kolomna. Donc ici, comme je dis, normalement on est sur le territoire du Kremlin de Kolomna. Donc le Kremlin, hein, comme à Moscou, c'est normalement une fortification, c'est des grands remparts très très hauts qui doivent voilà, être sur toute cette partie-là, on doit avoir normalement des remparts. Et en fait, ce qu'on peut voir aujourd'hui, il n'y a plus de remparts. Il n'y a plus du tout, il reste juste les portes ici, là et un petit peu plus loin. Mais les remparts ont complètement disparu. Alors, à votre avis, pour quelle raison? La guerre, le manque d'entretien. Alors, je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard. Mais en attendant, bien ici, on va découvrir un petit peu le reste de l'intérieur donc du Kremlin de Kolomna. Alors, il y a beaucoup d'églises à Kolomna. C'est une ville très très importante au niveau des églises. Mais nous, on va un petit peu discuter sur l'histoire de Kolomna après l'arrivée, on va dire, du chemin de fer. Donc, comme je vous ai dit, il y a une personne, une bienfaitrice de Kolomna. On a pu voir ces grandes œuvres qu'elle a réalisées. Et à sa mort, en 1921, c'est la période où il y a eu des grandes transformations en Russie avec l'arrivée des soviétiques. Parce que Kolomna, c'était aussi, comme je vous ai dit, un grand centre industriel avec beaucoup d'activités artisanales, mais aussi d'usines de production de locomotives et bien d'autres choses. Et donc c'est ici aussi qu'il y a eu un très grand mouvement ouvrier qui était donc opposé au tsar
Et c'est là où il y a eu voilà, les premières grandes grèves ouvrières russes qui ont débuté. C'était aussi à Kolomna. Et donc pendant l'époque soviétique, eh bien, il y a eu énormément de destruction d'églises dans Kolomna. Mais voilà, par chance, quelques-unes, comme vous pouvez voir ici, sont encore en place, sont encore ici, vous voyez, ici et là, vous voyez. Donc ça reste quelques églises quand même qui ont pu survivre à l'Union soviétique, mais voilà, beaucoup d'entre elles ont été quand même assez détruites ou endommagées pendant cette période. Mais voilà, en voilà une par exemple ici, qui est l'église de l'exaltation de la Sainte Croix, qui a été construite au début des années 1700, je crois que c'est même milieu des années 1700-1760. C'est une église qui a été construite sur les deniers, encore une fois, des habitants de la ville de Kolomna. Elle a été faite notamment aux frais de deux sœurs qui étaient dans un monastère assez fortuné. Et donc cette église est très importante dans Kolomna, a une très grande histoire. Et il faut savoir, c'est que pendant l'Union soviétique, cette église a été utilisée comme fabrique de carton. Et ouais, les églises pendant l'Union soviétique n'avaient pas du tout de rôle d'église, étaient reléguées à des simples bâtiments. Voilà, donc c'est pour cette raison qu'on peut voir aussi un petit peu cette partie en plastique ou en verre sur le dessus, voilà, qui date de l'époque de l'Union soviétique en 1780. En 1980, il y avait eu voilà, une restauration qui a été faite sur la partie supérieure, et c'était une église voilà, qui était voilà, pendant l'Union soviétique réquisitionnée comme bâtiment pour fabriquer des cartons. Voilà. Donc là, on va essayer de découvrir un petit peu le reste des églises de Kolomna et donc de l'histoire de cette ville. Donc pendant l'Union soviétique, à Kolomna, comme toutes les villes soviétiques, ont découvert les joies du communisme et des destructions massives d'églises. Et il y a eu énormément d'usines qui ont été implantées dans Kolomna pendant la période soviétique, notamment des usines de meubles, des usines de vêtements, des usines de réparation de pneus, des usines de production de caoutchouc. Donc c'était vraiment un très grand centre industriel et également scientifique. On a à Kolomna pas mal d'universités, d'instituts technologiques qui sont ici. Alors, il y a eu également à Kolomna, lors de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux combats, puisque Kolomna a failli tomber sous la période nazie, en fait, lorsque les nazis ont essayé de s'emparer de Moscou. Kolomna étant très proche de Moscou, mais a résisté. Et en 1950, juste après la Seconde Guerre mondiale, avec la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie, eh bien Kolomna a été une des villes qui a été voilà, considérée comme ville héros, avec beaucoup de batailles qui sont livrées sur les alentours, avec beaucoup de victoires. Et c'est pour cette raison aussi que Kolomna a été mise un petit peu en avant pendant l'Union soviétique au niveau du développement. Et c'est en 1953 que le gaz est arrivé la première fois à Kolomna, que l'on a mis en place des installations modernes de gaz pour en faire, même encore aujourd'hui, la source d'énergie principale de la ville. Et c'est en 1959 ou 1960, je ne me souviens plus tout à fait la date, à une année près, qui est arrivée la première locomotive électrique à Kolomna, remplaçant les trains à vapeur.
Et puis la ville, avec les années 60, 70, a connu un petit peu tout ce qu'a connu les villes d'Union soviétique. Donc une grande modernisation avec pas mal de bâtiments qui ont été construits en périphérie, qui sont très loin de l'architecture traditionnelle de Kolomna. Et puis aujourd'hui, Kolomna fait partie de ces petites villes assez sympathiques à visiter, qui se situent très proche de Moscou. On a donc toujours l'usine de fabrication de locomotives diesel et électriques. On a pas mal d'usines de production de matériel lourd, textile ou dans le secteur alimentaire, puisqu'il y a une usine de transformation de viande, il y a des usines de fabrication de bonbons et également plusieurs universités qui sont ici avec des instituts technologiques. Voilà, donc ici on se retrouve, vous voyez, le temps de notre discussion, d'arriver en plein cœur donc de la place des églises. Et donc nous voici ici en plein cœur de la place aux églises de Kolomna. Alors c'est simple, il y en a partout des églises ici. Et l'histoire de quelques-unes de ces églises est quand même assez incroyable. Alors toutes ces églises ont été vraiment construites il y a très longtemps, pour à peu près environ de 1500 voire 1300 pour certaines, dont voici par exemple une des plus emblématiques, la cathédrale de l'Ascension. Alors la cathédrale de l'Ascension, le premier bâtiment de la cathédrale de l'Ascension a été créé par Dmitri Donskoy. Dmitri, donc c'est pas lui qui l'a créé, mais c'est lui qui l'a exigé. Donc on le connaît très bien, Donskoy. Donskoy, c'est le fondateur de Moscou. Et en fait, ce bâtiment ici aurait été créé à la base par Dmitri Donskoy. Donc vous dites, waouh, mais c'est un bâtiment d'une époque vraiment très ancienne. Eh bien, pas du tout. Pas du tout, parce que ici, ce que l'on a en face de nous, c'est le deuxième bâtiment. Parce que le premier bâtiment, a été un petit peu laissé à l'abandon pendant quelques années. Et il y a eu tout début de restauration, mais avec l'arrivée de l'Union soviétique, ils sont venus ici, les bolcheviks, ils ont pillé cette église et ils ont détruit complètement cette église. Donc il faut dire que ici, on va dire s'il y a à peu près 40 ans en arrière, il n'y avait même pas d'église, c'était vide. Voilà, donc cette église, elle a été reconstruite fin des années 80, début 90 et refaite à l'identique de ce qui a été. Donc ça a été une des églises qui a été ravagée et pillée. Idem pour cette église, l'église des clochers, voilà, avec donc ce bâtiment en pierre. Bon, il n'a pas été détruit, mais bien laissé abandonné, et les cloches que l'on voit en haut ont été jetées depuis les clochers vers le bas, également pour cette église. Voilà, donc c'était un endroit où il y a eu énormément de destructions qui ont été faites pendant la période soviétique. Et là aujourd'hui, on peut revoir enfin cette église, ces églises et cette place aux églises à Kolomna comme elle l'était à l'origine, grâce justement aux restaurations qui ont été faites à la fin des années 80, début des années 90. Et franchement, c'est une place qui est vraiment assez incroyable et assez majestueuse, et qui représente plutôt très bien ce qu'est Kolomna et ce que peut représenter une vieille ville de la Russie ancienne en fait. Donc avec également des statues religieuses, et derrière on voit, voilà, ici je crois sur ce côté là on doit avoir encore la Moskva. C'est vraiment très agréable, même si on est dimanche, il y a quand même pas mal de petits groupes pour faire des excursions ici.
Mais c'est une ville qui est très très calme, voilà, qui est assez, qu'on pourrait classifier comme ville touristique, mais très calme. C'est vraiment pas le niveau de Saint-Pétersbourg ou d'autres villes de l'Anneau d'Or, mais tout de même très 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 intéressante. Et je dois dire, franchement, je suis assez étonné de voir en fait à quel point cette ville est calme et si bien entretenue en fait. Vraiment, c'est de toute beauté. On voit vraiment qu'il y a eu vraiment un effort qui a été fait au niveau des rues, au niveau des pavés qui ont été mis. Tout est vraiment entretenu pour vraiment garder cette ville avec son cachet historique et son histoire. Voyez, regardez encore une autre église au loin. Et là, voilà, la fameuse place aux églises de Kolomna. Alors, ici on a une maison qui est assez formidable. Alors, malgré ce bloc de climatisation et cette antenne parabolique, qu'est-ce que l'on voit? On voit que c'est la maison de Kouprin. Kouprin, donc un célèbre écrivain russe, voilà, donc où visiblement sa famille aurait vécu dans cette maison, voilà, la maison de Kouprin. Et donc on peut faire un petit peu rapidement le tour du pâté de maison ici pour découvrir le reste de cette ville du vieux Kolomna. Alors je ne sais pas si on pourra faire une petite escapade soviétique à essayer de montrer un petit peu ce qu'on a en dehors de Kolomna, ce qui restait de l'Union soviétique. Mais vous voyez, à défaut, j'essaie de vous présenter la totalité de la ville, du côté historique. Et comme vous pouvez voir, c'est assez calme et ça fait vraiment plaisir de découvrir une belle ville comme ça. Moi j'étais venu il y a quelques années à Kolomna, plus sur la partie centrale, mais là c'est pour moi, c'est vraiment la première fois que je découvre le centre historique. Et vous avez vraiment ici tout ce que l'on peut voir sur la Russie historique. C'est vraiment formidable et c'est une belle découverte, voilà. Et donc vous voyez, on a encore ces petites maisons d'époque qui sont aujourd'hui habitées et même très bien entretenues. Donc il n'y a pas à dire, hein, c'est calme. Et l'air ici est vraiment d'une pureté incroyable. Donc on va aller essayer de se diriger vers les restes du Kremlin de Kolomna, en essayant de découvrir un petit peu cette petite partie centrale de la ville. Donc là-bas, on va arriver sur une des artères principales de Kolomna. Donc on a encore ici un petit musée. Et là, vous voyez, on est dans le centre historique de Kolomna, sur une autre partie. Encore un petit magasin de pastillas et de petites sucreries. On n'est pas à Moscou, on est loin de Moscou. Enfin, loin. On est dans la région de Moscou, mais quand même, on est à plus de 100 km dans une petite ville russe. Et regardez un petit peu
la propreté des lieux, le calme qui y règne et la beauté surtout. Voilà, un petit café où encore une fois on peut aller déguster du pastilla. Regardez un petit peu cette porte d'accès. Alors ici, si je ne me trompe pas, je crois qu'on est proche du monastère des femmes. Donc on a sur une rive, on a le monastère des hommes et de l'autre côté, le monastère des femmes. Regardez un petit peu l'âge de ces bâtiments. Donc là, on voit un drapeau russe et le drapeau de Kolomna, donc avec une tour et une étoile. Voilà. Et ici, donc tout le rempart du fameux monastère. Alors ici, une petite chose aussi intéressante, il y a une petite galerie d'art en fait. Voilà. Où c'est également sous forme d'un petit musée. On peut aller visiter et avec un petit marché pour acheter quelques souvenirs. Mais voilà, de part et d'autre, on a des petites galeries d'art avec des expositions. Alors aujourd'hui, comme il y a pas mal de vent, c'est fermé. Mais nous, ce qu'on va aller voir, c'est on va essayer de jeter un petit coup d'œil. Alors c'est vrai que je ne suis pas non plus coutumier de faire ça, mais voilà, en face de nous, le bâtiment qu'on voyait sur le côté, voilà, c'est le monastère des femmes. Donc on va essayer de rentrer rapidement dedans et montrer un petit peu plus à quoi ressemble l'intérieur de ce monastère. Donc c'est un monastère qui a été fait pareil dans les années 1500 et aujourd'hui voilà, c'est un couvent pour femmes qui est encore en place ici. Donc qui date vraiment de l'époque de la construction du Kremlin et aujourd'hui encore exploité. Donc on peut voir ici avec les tours qui sont là, qui datent vraiment de l'époque. Et puis nous arrivons enfin dans ce qu'il reste du Kremlin de Kolomna. Alors c'est ce que je vous expliquais, c'est que le Kremlin, donc c'est une installation fortifiée qui entourait la ville dans son intégralité. C'était donc des hauts murs. Alors, si je me souviens bien, ils font à peu près entre, si je ne me trompe pas, entre 20 et 30 mètres de hauteur, je crois. Et de largeur, on arrive presque à quelque chose comme 5 mètres, voire 6 mètres d'épaisseur. Et donc, complètement en briques. Voilà. Et ça servait donc à protéger la ville de Kolomna des invasions barbares. Donc vous voyez ce qu'il en reste aujourd'hui. Donc ça reste juste ce petit tronçon que l'on va essayer de voir de l'autre côté de la route. Et donc nous le voyons beaucoup mieux de ce côté-là. Voilà le Kremlin de Kolomna, du moins ce qu'il en reste. Donc la seule partie qui reste avec une des principales tours de défense servait de protection. Et l'accès qui est ici est juste en face de nous.
la statue de Dmitri Donskoy, le fondateur de Moscou, qui était aussi ici à Kolomna. Donc on est sur une partie un petit peu plus bruyante puisque on est sur un des axes principaux de Kolomna. Mais voilà, ça nous permet de montrer un petit peu la taille massive de ce Kremlin de Kolomna qui historiquement entourait toute la ville. Voilà. Et tout ce Kremlin a été fait entièrement en briques. Voilà, c'est que des briques. Et là, vous voyez, on a la porte pour accéder sur la partie du Kremlin où les jeunes mariés, les amoureux vont aller déposer leur petit cadenas coloré et également quelques petits rubans. Et donc on peut ensuite voilà, rentrer pour découvrir à quoi ressemblait un des accès du Kremlin à l'époque. Allez. Et donc nous retombons ici sur la partie où il reste encore le monastère des femmes avec ce qui reste du Kremlin. Avec ces vieux bâtiments d'époque. Alors, pourquoi le Kremlin de Kolomna? Eh bien, pourquoi il reste uniquement cette section que vous voyez ici? Alors là-bas, juste une petite indication, grand bâtiment que l'on voit derrière, c'est une patinoire. Le Kremlin de Kolomna, eh bien, il ne reste plus que ce petit mur, alors qu'en fait il entourait presque toute la ville. Je vous ai donné une petite indication dans cette vidéo et je vous ai parlé que à Kolomna il y a beaucoup de bâtiments en briques, énormément de bâtiments en briques, même des petits chemins qui étaient faits en briques. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit qu'on a un mur également fait en briques, dont la quasi-totalité a disparu. Eh bien, c'est tout simplement les habitants de Kolomna qui sont venus pendant plusieurs années se servir sur ce mur pour faire leur construction. Et il a fallu l'oukase d'un tsar pour arrêter le massacre. Et donc on s'est arrêté au massacre là. Donc on voit bien ici les briques extérieures qui font la construction de ce Kremlin. Et donc voilà, s'il n'y avait pas eu l'oukase du tsar, donc le décret du tsar pour arrêter ce pillage, eh bien tout le Kremlin de Kolomna aurait disparu pour faire des petites maisons. Voilà. Donc aujourd'hui c'est interdit d'aller récupérer des briques sur ce mur pour aller faire sa petite maison. Regardez, encore une petite rue supplémentaire de Kolomna que j'arrive à filmer juste avant d'aller partir vers mon expédition soviétique. On voit encore quelques petites tours de protection, mais surtout ce qui est très intéressant ici, c'est de voir encore ces petites maisons d'époque. Alors il y en a certaines qui sont beaucoup plus récentes comme celle-là, mais on voit qu'il y a un effort pour garder un petit style traditionnel et assez original.
Et ce qui est super marquant dans cette ville, c'est le calme et la sérénité qui y règne. Et comment visiter Kolomna sans mettre Lénine? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au centre de Kolomna, on a également un petit parc. Et tout autour, ils ont fait comme un espèce de petit Kremlin qui entoure le parc. Alors, on va pas visiter le parc parce que voilà, on a déjà vu pas mal de petites choses intéressantes sur Kolomna du point de vue historique. Et si vous regardez déjà depuis quelques temps mes vidéos, vous savez un petit peu mon amour pour les petites merveilles soviétiques. Et là, eh bien, on a quelque chose assez particulier. Voilà, bienvenue à Kolomna, mais cette fois-ci dans la partie qui a été réalisée dans les années 60 jusqu'à 80-85. Voilà, donc la grande place de Kolomna sur la partie plutôt soviétique. Donc voilà, c'est ce que je vous ai expliqué. À Kolomna, il y a eu plein d'étapes de développement de cette ville par le temps, mais aussi il y a eu des développements soviétiques et en témoigne, voilà, cette fameuse faucille et ce marteau qui sont encore présents sur le bâtiment de l'administration centrale de la ville de Kolomna. Ça, c'était ce qu'ils appelaient à l'époque de l'Union soviétique le Gorsoviet. Gorsoviet du mot Gorod Soviet, donc le conseil de ville, un petit peu comme la mairie. Donc vous voyez, ça n'a pas été trop touché de l'époque. Et là, nous marchons sur des dalles soviétiques de l'époque. Vous voyez, ça, franchement, ça c'est le truc typique de la période soviétique, puisque aujourd'hui c'est plutôt ça qu'on va retrouver en Russie, ce genre de petites dalles, notamment à Moscou sur Tverskaya, etc. On va voir ça, mais là on est sur un petit truc soviétique. Donc vous voyez le bon bâtiment soviétique qui a été construit à celui-là fin des années 70, début des années 80. Donc vraiment le style typique, voilà, que vous voyez ici. Vraiment, on est sur bien les années 70-80 avec des bons parpaings soviétiques ici aussi. Et ça, c'était voilà, fin de l'Union soviétique. Et ce que l'on voit devant nous ici, ça s'appelle la place du Soviet. Et donc, ça a été une place qui a été effectivement inaugurée dans les années 60, 70 jusqu'à fin 80 et qui aujourd'hui s'appelle encore la place du Soviet. Alors, on termine notre petite promenade dans le coin et là, on va aller traverser la route et on va aller ensuite voir la dernière petite réalisation de l'Union soviétique. Vous voyez? Et ça, ce qui est très intéressant, c'est que ce que vous voyez devant vous là, c'est tel quel. On voit qu'il n'y a pas eu de restauration depuis un bon moment. Hein. Si les dalles, elles sont dans cet état, c'est que ça date des années 70-80. Donc imaginez-vous que les camarades de l'Union soviétique, quand ils venaient faire des demandes au conseil de ville, eh ben, ils marchaient sur les mêmes dalles que celles sur lesquelles je suis en train de marcher aujourd'hui. Et là, on voit encore administration de la région de Kolomenskoye qui fait partie de la région de Moscou en fait. Et on a voilà ce fameux bâtiment soviétique d'époque. Alors, petite chose intéressante, c'est que s'il n'y a pas de feu pour les piétons, donc on va faire vite avant qu'ils arrivent. En face de nous, une bonne barre soviétique. Donc la Panelka qui fait au moins plus de 100 mètres de long, on va dire. 100 mètres, 200 mètres. Sur plusieurs étages.
Donc ça c'est de la Brezhnevka. Ensuite nous avons centre commercial beaucoup plus moderne, ça c'est des années 2000. Et là, devant nous, l'hôtel Kolomna. Voilà, grande réalisation soviétique au centre de Kolomna, qui est toujours en exploitation. On peut réserver des chambres ici. On est en plein centre-ville. Les tarifs sont assez abordables. Et voilà, il y a eu des rénovations avec le temps. La façade a été refaite. Les chambres sont mises au goût du jour. Donc, c'est pas trop soviétique l'intérieur, mais le bâtiment lui-même, eh bien, date de l'Union soviétique. Donc c'était voilà un petit peu cette idée à cette époque, et un petit peu comme on a pu le voir dans certaines villes de France avec quelques affinités soviétiques. L'hôtel, en dessous le restaurant et des boutiques. Alors pendant l'Union soviétique, je pense pas qu'on était avec des boutiques de chaussures comme on peut voir là actuellement, mais voilà, avec une partie restaurant, une petite partie café, c'était quelque chose de très commun pour l'époque. Et donc c'est ici, avec l'hôtel Kolomna en fond, que se termine notre vidéo. Vous aurez pu ainsi découvrir que Kolomna est une ville historique qui pendant très longtemps n'a pas été considérée comme une ville touristique, qui est en train de se développer justement dans ce domaine pour mettre en avant son patrimoine, mettre en avant ses intérêts. Donc c'est que depuis 2012 à peu près que la ville met en avant ce côté touristique. Pendant très longtemps, ça a été simplement un centre industriel et technologique, scientifique. Aujourd'hui, c'est une place d'intérêt qui n'est pas encore dans le top en Russie, mais qui commence à devenir intéressante. Et comme vous avez pu le voir, Kolomna, ce n'est pas simplement une ville qui est fossilisée dans le temps des tsars, c'est une ville qui a vécu l'Union soviétique. On le voit ici avec cette Brezhnevka, on le voit avec cet hôtel Kolomna qui a été créé à la fin des années 70, mais également le bâtiment de l'administration de la ville et de la région de Kolomna. Donc, moi je vous invite tous à venir ici découvrir cette ville. Cette ville est calme, cette ville est vraiment paisible, il y a un très bon entretien, l'air y est pur, c'est vraiment très reposant et en plus ils font des pastillas magnifiques. Спасибо вам большое за ваше внимание. Merci de votre attention.